moi-même de vous présenter un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « La France et l'Italie, histoire de deux nations sœurs », un livre qui porte 3 signatures, Gilles Bertrand, Jean-Yves Frédinier, Alessandro Giacone. Et chacun de ces 3 auteurs s'est occupé d'une période différente des relations entre la France et l'Italie. Gilles Bertrand, de la Révolution française, ou même avant, il a commencé même avant, il a commencé en 1600. À quelle date exactement vous faites commencer l'histoire de ces relations? 1660. 1660, au milieu du XVIIe. Au milieu du XVIIe siècle. Donc, c'est à partir de cette date, là je vais vous demander tout à l'heure pourquoi vous avez choisi cette date, jusqu'à 1830, n'est-ce pas? Puis, Jean-Yves Frédinier s'occupe de la période allant de 1830 jusqu'à 1922, donc jusqu'au moment de la montée au pouvoir du fascisme, et Alessandro Giacone s'occupe de la période la plus proche de nous, c'est-à-dire à partir de l'arrivée au pouvoir du fascisme pratiquement jusqu'à nos jours. Mais donc, la première question qui me vient à l'esprit et qui concerne, pour tout dire, concernerait essentiellement Gilles Bertrand, c'est la raison de cette date pour démarrer le récit des relations franco-italiennes. Alors, l'intérêt de ce livre, peut-être un peu de son originalité, c'est de montrer qu'il y avait une histoire des relations franco-italiennes, même avant l'unité de l'Italie. Il y a plusieurs livres qui parlent des rapports entre la France et l'Italie, mais en général, on les commence à partir du moment où l'indépendance italienne et l'unité ont lieu donc au milieu du XIXe siècle. Le choix qui a été le nôtre, et en particulier de Gilles Bertrand qui a fait cette partie, c'est de remonter quelques siècles en amont, et en particulier à l'époque de Louis XIV. Pourquoi? Car c'est une période où la France, bien sûr, il y avait déjà des moments à la Renaissance où la France avait contrôlé des territoires italiens, mais où la France recommence à s'occuper de l'Italie et de porter son regard de l'autre côté des Alpes. Et bien sûr, cela correspond aussi à une époque où il y a beaucoup d'échanges culturels et artistiques entre les deux pays. En effet, on ne pourra jamais assez souligner la différence entre le parcours historique de la France et celui de l'Italie. L'Italie a été une nation culturelle dès l'époque de Dante, de Pétrarque, et même avant. La France a bâti son identité nationale sur la base d'un État qui a pris rapidement la dimension d'une grande puissance européenne, n'est-ce pas? Tout à fait. Et au fond, un des intérêts de la partie de notre collègue Gilles Bertrand est essayer à la fois de revenir sur certaines idées, sur certains regards que les deux peuples pouvaient se porter. Alors il est vrai qu'à partir de Louis XIV, il y a un peu un regard condescendant qui est porté sur l'Italie, qui apparaît comme une nation un peu décadente du point de vue politique. Mais en réalité, derrière ce discours, il n'en demeure pas moins des échanges très profonds entre les deux peuples et entre les deux, comment dirais-je, entre certains États italiens et l'État français. En particulier dans le domaine artistique, que ce soit pictural, que ce soit le théâtre, que ce soit l'opéra. Donc, certes un discours, mais derrière ce discours de la décadence qu'on cite souvent, c'est-à-dire la France serait un État fort et l'Italie serait un État, enfin une nation faible, en réalité, derrière, il n'en demeure pas moins une intensité des échanges qui ne se dément pas au XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier que cette notion de décadence est attribuée à l'Italie, est relative à une grandeur passée remontant à la civilisation romaine. Parce que l'Italie a toujours représenté pour les Français une source d'inspiration
en tant que berceau d'une civilisation de dimension mondiale pour l'époque, et il est certain que la civilisation française dérive en partie de l'influence romaine, la période de la Pax Romana et ainsi de suite. Donc, quand on parle de décadence de l'Italie, on fait référence à cette grandeur de Rome, de la Rome républicaine et de la Rome impériale. Et cela est vrai en particulier pour cette période, parce que c'est notamment au XVIIe et plus tard au XVIIIe siècle que les Français commencent à beaucoup voyager en Italie. Pompéi vient d'être découverte, et même tout ce discours sur la décadence romaine vient aussi parce qu'on commence à se passionner aux ruines, au reste de cette Rome antique, et c'est une redécouverte de cette période. Et c'est pour ça aussi que le choix de commencer le livre à cette période a son sens, à mon avis. Voilà. Mais, alors, en lisant votre livre, on se rend compte que finalement, les échanges, les rapports entre ce qu'on pourrait appeler les élites, enfin en tout cas certaines classes aristocratiques, sociales, etc., n'ont jamais cessé, n'est-ce pas, pendant des siècles, etc. Mais moi, ce que j'aimerais, quelque chose qui titille ma curiosité, est-ce que les peuples se connaissaient? Est-ce que le peuple français et les peuples italiens se connaissaient? Je dirais qu'il faudrait voir selon les époques. Mais il y a toujours eu des échanges. Sous l'Ancien Régime, il y a des zones aussi frontières, d'une certaine manière, des zones comme la Savoie, une partie de l'Est de la France, du Sud-Est de la France, sont aussi des zones de passage entre les peuples. Donc il y a indéniablement une circulation aussi au niveau des peuples. Mais là, évidemment, le discours est différent par rapport à la circulation des élites qui admirent des modèles ou au contraire qui les refusent, parce qu'on peut avoir aussi des Italiens, je mets entre guillemets, qui sont extrêmement favorables à la France. Certains disant, si ce n'est pas clair, ce n'est pas français, hein, une célèbre formule, ou à l'inverse, d'autres, on pense peut-être par exemple à Alfieri, qui vont au contraire vouloir prendre cette distance par rapport au modèle français. Donc là, je crois qu'il faut évidemment distinguer le niveau de population, mais il y a toujours des échanges, et finalement, je ne sais pas ce qu'en pense Alessandro, mais au niveau des peuples, il y a ce reflet aussi de ce qui se fait au niveau de l'élite, quelquefois accentué dans le bon sens, ou au contraire dans le sens des préjugés. C'est particulièrement net au 19e, au début du 20e siècle. Oui, précisons qu'Alfieri est l'auteur d'un petit ouvrage qui s'appelle Il Misogallo. Oui, Vittorio Alfieri faisait partie de ces Italiens qui avaient été enthousiastes face à l'époque des Lumières et face à la Révolution française, et qui par la suite ont été en partie déçus et donc qui ont changé d'avis de la manière la plus brusque et la plus radicale. Mais même Manzoni, qui avait été un farouche partisan de la Révolution française, devient sur le tard de sa vie plutôt anti-français, disons même assez réactionnaire, si on le considère avec le... Mais il était bonapartiste finalement, Manzoni. Oui. Non, mais alors, ces échanges ininterrompus pendant des siècles, mais quand même dans les relations, et ça on le voit très bien dans votre livre, dans notre ouvrage collectif, il y a eu, dans les rapports entre la France et l'Italie, il y a eu des hauts et des bas continuellement, n'est-ce pas? C'est en dents de scie, n'est-ce pas, les rapports. Il y a eu des moments où on a été sur le bord vraiment de la crise, une crise aiguë. Par exemple, je ne sais pas si c'est vous qui en parlez dans votre partie, au moment de la Tunisie, lorsque... Ça, c'est intéressant, parce que c'était une crise qui a failli très mal tourner. Il y a eu effectivement des hauts et des bas à toute période. Et pour parler de ce que je connais un peu mieux, au 19e siècle, dans ce long 19e siècle, en gros, qui court jusqu'à la Grande Guerre, il y a des périodes extrêmement tendues
finalement, principalement autour de la question coloniale. Autour de la question coloniale et ça pose tout le problème du caractère des deux sœurs, de la sororité, parce que la France se considère quand même globalement, sur le long terme, comme la sœur aînée. Et en donnant la portion quelquefois moins que congrue à la petite sœur latine. Et en particulier dans le domaine colonial, vous aviez évoqué la Tunisie. La Tunisie, elle est d'abord majoritairement peuplée de Tunisiens, ne l'oublions pas, mais derrière, dans les populations dites européennes, selon la terminologie du temps, ce sont les Italiens qui sont très majoritaires. Les Siciliens, entre autres. Et avec le traité du Bardo, ça devient un protectorat français. Donc évidemment, un ressentiment, une amertume du côté italien qui va enclencher une période de tension entre les deux pays, dont l'acmé de cette tension va être sous Crispi, où là, on frôle pas la rupture des relations. Il y aura une rupture des relations plus tard, Alessandro en parlera sous le fascisme, dans un autre contexte, il n'y aura plus d'ambassadeur français. Mais on est vraiment dans une extrême tension, et là, il faut quand même rendre hommage aux diplomates qui quand même maintiennent un lien et permettent quand même aux deux pays de franchir cette crise par un règlement finalement de la question coloniale qui va ouvrir tout de suite après sur une période de très fort rapprochement, puisque je ne veux pas trop développer, mais l'Italie va progressivement se rapprocher du système d'alliance de la France, de l'Angleterre et de la Russie. Mais c'est vrai, ces tensions... Cette notion de sœur aînée est intéressante, car d'un côté, il est évident que la France se considère comme la sœur aînée, mais il est tout aussi évident que de leur point de vue, les Italiens se considèrent comme dépositaires d'une civilisation plus ancienne, donc d'un État plus jeune, mais d'une civilisation plus ancienne. Donc ce titre de sœur aînée est vraiment l'objet d'une dispute qui peut nous sembler théorique aujourd'hui, mais qui est tout à fait... C'est très évident. Et qui est tout à fait vrai, parce que par exemple, De Gaulle n'utilise jamais dans ses discours le terme de sœur, mais pourquoi? Parce que justement, toute la question, c'est de savoir quelle est la sœur aînée. Et donc, dans les discours de Gaulle, c'est plutôt la cousine italienne, ou le cousin. Vous voyez, on passe plutôt du terme de cousin, parce que les cousins, il n'y a pas de problème d'aînesse. Mais j'ai cru percevoir dans votre livre un sentiment, je ne sais pas comment le définir, peut-être un petit peu d'irritation, qui est dû au fait que vous laissez entendre que finalement la France a toujours traité l'Italie, non pas maltraité l'Italie, mais traité l'Italie avec beaucoup de condescendance. Peut-être dans votre partie, c'est encore plus clair que dans les autres. C'est vrai, en particulier au XIXe siècle. Je pense qu'après ça s'équilibre, mais je laisserai Alessandro développer après, après 1947, dans les années 50-60, parce que finalement il y a une autre dimension qui est la construction européenne. Mais au XIXe siècle, où on est quand même dans des rapports entre États, essentiellement, la France, oui, a des exigences quand même dures. On pourrait en multiplier les exemples. Prenons un exemple, puisque là nous sommes en train de fêter les centenaires de la guerre. Enfin. Et bien, finalement, parce qu'elle n'est pas non plus une grande puissance coloniale, il est fait quand même une part un peu mineure à l'Italie, et ça va prendre une tournure particulièrement vexante pour les diplomates et pour le peuple italien après la guerre, où finalement, même si l'Italie, vous savez, évidemment, s'agrandit considérablement du point de vue territorial, elle est quand même très déçue par une partie des traités, se sentant, d'abord elle est exclue, les délégués Orlando et Sonnino quittent la conférence, et on traite, pendant que l'Italie est partie, les représentants italiens, on traite la question des réparations, la question de l'Allemagne, donc des questions absolument fondamentales, ce qui prouve d'une certaine manière que les Alliés, c'est pas que la France, mais la France entre autres, considèrent l'Italie, c'est ça, je crois que le terme un peu une forme de condescendance, comme finalement une nation un peu mineure, qui n'entre pas dans le club fermé des grandes nations. C'est une des idées clés, je ne sais pas si c'est une des idées fortes, mais une des idées centrales de mon chapitre, donc, qui traite du long 19e. L'Italie, c'est la première des puissances moyennes, la France se considère à tort ou à raison comme dans le club des grandes puissances. Oui, d'ailleurs, justement, on le comprend en lisant le livre. Le traité de Versailles,
il a eu des conséquences plutôt néfastes sur la suite des événements, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a créé un ressentiment, non seulement en Allemagne, bien entendu, mais en Italie aussi. Et pourtant, l'Italie était dans le camp des vainqueurs, mais ça a créé un ressentiment qui a conduit au fascisme, finalement. Si, c'est vrai que dans cette période, la France avait choisi une attitude après la Première Guerre mondiale, de supériorité qui, d'un côté, a inspiré en Italie le sentiment de ce qui a été appelé la victoire mutilée, non? Et à plus forte raison, en Allemagne, un ressentiment tellement fort, avec les conséquences à la fin des années 20 de la crise économique et financière. Donc tous les éléments étaient réunis pour donner lieu à la naissance de la dictature qui a généré la Deuxième Guerre mondiale pratiquement. Donc moi je pense en toute franchise, et je ne prétends pas vous imposer mon point de vue, mais je pense que de la part de la France, il y a eu probablement une erreur une sorte de surestimation de son rôle et par conséquence une erreur de perspective vis-à-vis du contexte européen. Voilà. Oui, justement, là je crois que, alors on en arrive un peu à la partie de Alessandro, justement les origines du fascisme. Alors comment est-ce que ça a été perçu en France? Alors en France, il faut bien étudier quelle période, parce que le fascisme, à un moment donné, y compris par des intellectuels qui vont ensuite évoluer soit au centre, soit à gauche, par exemple, pensant à Emmanuel Mounier, à la revue Esprit, au début, il y a une certaine sympathie, non pas pour le fascisme en soi, mais pour la manière dont, on va dire, en résumant de manière un peu grossière, finalement, les pays latins ne peuvent pas être gouvernés. Finalement, Mussolini a trouvé une formule qui serait éventuellement acceptable, non pas pour la France, bien sûr, mais pourquoi pas pour des pays comme l'Italie et l'Espagne. Et donc, il y a l'admiration en particulier pour le corporatisme fasciste. Et d'autant plus qu'on sait très bien que ces voyages d'intellectuels français sont organisés par le fascisme, qui essaie, comme le font à la même époque aussi les soviétiques, aussi de montrer les réalisations. Et très souvent, les intellectuels en reviennent un peu enthousiastes. Il faudra justement que les antifascistes italiens en France, présents en France, fassent un peu de la contre-propagande, et notamment, pensons à Tasca, à ce qu'a fait Rosselli, ouvrent un peu les yeux aussi à certains de ces intellectuels, et ensuite le regard, bien sûr, va changer. Et bien sûr, dans la droite française, il y a également une sympathie. Alors, c'est toute une querelle historiographique. Est-ce qu'il y a eu un fascisme français ou pas? La réponse est plutôt non, mais c'est vrai que du côté de la droite française, du côté, par exemple, d'André Tardieu, il y a eu à un moment donné au moins un intérêt marqué pour l'expérience fasciste italienne. J'ajouterais juste qu'il y a quand même la coupure avec l'affaire Matteotti et quand même une partie de la gauche qui ne pardonnera jamais, et ça Alessandro le montre très bien. Entre Léon Blum et Mussolini, il y aura toujours le cadavre de Matteotti, qui est quand même un événement évidemment fondamental en Italie, mais qui est aussi indirectement en France et interdit quand même à la gauche, qui a des propos sévères, que ce soit même les radicaux d'ailleurs, sur le fascisme. Et quand le Front populaire arrive au pouvoir, les ambassadeurs français essaient quand même, et c'est la politique du Quai d'Orsay, de trouver quand même une entente avec le fascisme. Léon Blum aura cette célèbre phrase « Vous oubliez que j'ai été l'ami de Matteotti ». Mais justement, même à l'époque du Front populaire, quand même, Léon Blum n'a pas fait grand-chose pour s'opposer à l'entrée en guerre, à l'envoi massif de troupes italiennes en Espagne pendant la guerre d'Espagne. La France n'a pas fait grand-chose. Alors la France annonce au début de la guerre d'Espagne, au début
on peut dire, de l'intervention des troupes de Franco, à une attitude, pendant un mois, la France souhaite s'engager, elle commence à le faire. Mais l'Italie commence à le faire aussi, et en fait, on arrive à un accord entre les puissances internationales pour dire on n'interviendra pas. Un accord qui, comme vous le savez, sera court-circuité, parce qu'il n'y a pas de troupes officielles, ni italiennes, ni françaises, mais il y aura des troupes de volontaires, mais à travers les volontaires, finalement, la guerre va avoir lieu. Blum dira après la guerre que finalement, on n'est pas assez intervenu pour que ce soit efficace, mais on est trop intervenu pour qu'on ne puisse pas nous le reprocher. Et en fait, cette phrase résume un peu le drame qu'a eu le Front populaire sur la question de l'Espagne, qui est un moment tout à fait fondamental des relations franco-italiennes. C'est vrai qu'il s'était dit une période assez contradictoire concernant les relations franco-italiennes, dans la mesure où il y avait, comme vous venez de le dire, une certaine sympathie initiale des observateurs français vis-à-vis du fascisme, basée sur l'idée que l'Italie était un pays fondamentalement ingouvernable et donc qu'il fallait quelqu'un qui puisse s'imposer comme c'était le cas de Mussolini. Mais par la suite, la France devient la principale terre d'accueil des militants antifascistes. Il y en a qui vont, il y a les communistes qui vont en Union soviétique, il y a quelques-uns qui vont en Angleterre ou aux États-Unis comme Salvemini. Mais disons que fondamentalement, c'est la France et notamment la ville de Paris qui devient la terre d'accueil des exilés antifascistes italiens et un centre de culture italienne non négligeable. Enfin, devient une véritable usine pour les idées italiennes antifascistes. Et ça va être très important, d'une part parce que l'histoire de l'antifascisme en exil est en grande partie une histoire française, et cela va avoir aussi une importance au début de la République, parce qu'en fait, parmi les élites républicaines, pensons à Saragat, pensons à d'autres personnalités, ça sera Pertini plus tard, pensons à Nenni, ce sont des personnes qui ont habité en France, qui ont toute une culture et même des réflexes français. Il y a très souvent dans leurs journaux des références à ce qui se passe en France dans les années 30. Et en fait, cette culture antifasciste va être transférée aussi de la France à l'Italie dans l'après-guerre. Donc, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Vous avez couvert deux périodes bien précises. Jean-Yves Frétinier, la période, comme on vient de le dire, de 1830 à 1922, donc environ un siècle, et Alessandro Giacone de 1922 à nos jours, donc lui aussi quasiment un siècle. Quel est dans cette période que chacun d'entre vous a étudié à fond, le moment, le passage qui vous a passionné le plus? Commencer parce que chronologiquement, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont passionné. Mais peut-être une chose que je savais mais que j'ai essayé de creuser, c'est au moment après l'unité italienne, on est dans les années 70, où il y a une relation particulière, extraordinaire dans le sens étymologique du terme, sortant de la norme, du royaume d'Italie avec deux pays. C'est-à-dire d'un côté avec l'Allemagne, la jeune Allemagne, et de l'autre côté avec la France. Et je trouve que, si ce n'est pas nouveau, parce que des grands historiens l'ont mis en avant, ce regard d'un peuple, c'est un jeu à trois, en fait, les relations internationales. Il y a bien sûr des relations internationales avec les autres pays, mais je dirais qu'ils sont classiques. Avec la France et avec l'Allemagne, l'Italie entretient vraiment, je le répète, un rapport extraordinaire, tant au niveau diplomatique, dans les liens, les alliances, mais aussi au niveau des idées, des concepts, de l'intérêt, voire de la fascination que les deux pays peuvent produire. Et, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, économique. Sur le plan économique, la banque commerciale allemande ou les premières dettes publiques qui sont couvertes principalement par les banques françaises, les bourses, etc. Donc c'est vraiment le commerce à tous les niveaux. Et là, il y a finalement un jeu qui se dessine à trois, qui, je crois, n'est pas si fréquent dans l'histoire des relations internationales. Donc c'est un point qui m'a particulièrement intéressé. Et je pense quand même que, bien ce qui est ce lien, cet intérêt pour Berlin et pour Paris,
Et c'est là où on peut retrouver quand même les liens de sororité, mais cette fois-ci positivement. Le lien quand même avec la France est un peu un lien, je crois, plus fort, précisément par cette communauté quand même latine, non pas de sang latin, ça ne veut rien dire, hein, même si à l'époque on avait cette expression, mais de culture, la proximité de la langue, la proximité quand même culturelle au sens large, le passé, les échanges ont pu faire, et même la rencontre au niveau des peuples, c'est pas toujours harmonieux, mais elle est là, je crois quand même, a fait que cette alliance a été entre l'Italie, a privilégié une alliance avec Paris plutôt qu'avec Berlin. La preuve en est, c'est qu'elle s'est quand même engagée, après un an de neutralité, du côté de la France, même si elle n'a déclaré la guerre à l'Allemagne qu'en 1916. Donc il y a là quelque chose, je crois, d'intéressant que je n'ai pas rencontré, qui n'est pas si fréquent dans les relations internationales. Un jeu à trois. Oui, mais dans ce jeu à trois, l'Italie a quand même joué tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt la France, tantôt l'Allemagne. On a pris des choses... Oui, mais je ne serais pas d'accord. Ça c'est un petit peu la lecture allemande, vous savez, un petit peu machiste de von Bülow, qui disait que l'Allemagne était une femme qui passait des bras de son mari. Son mari, c'était l'allemand, puisque c'était l'alliance, au bras de son amant, qui était le français, mais qu'elle reviendrait dans les bras de son mari. En réalité, l'Italie joue sa carte. Elle veut être un royaume indépendant, respecté. Donc elle ne peut pas se lier trop avec un seul pays ou avec l'autre. Et il est vrai que du fait des guerres napoléoniennes, du fait de tout ce passé, elle est un peu quelquefois sous tutelle de la France, en particulier sous tutelle économique, etc. D'où ce besoin de se libérer, mais ce n'est pas pour finalement mener une politique un peu double. Il y a du jeu diplomatique, bien sûr, il y a de la souplesse, mais c'est aussi pour mener une certaine continuité, en particulier, qui est très nette au début du XXe siècle, de maintenir le cap de la paix. Maintenir le plus longtemps possible le cap de la paix. Donc je crois qu'il faut sortir un petit peu de cette image. Elle est finalement négative pour l'Italie. L'Italie a une politique, je crois, étrangère, cohérente, qui se veut une politique en faveur de la paix. C'est vrai qu'il joue sur un pays et l'autre, mais pour aussi assurer son indépendance et son autonomie. Sans oublier que même avec l'Allemagne, l'Italie présente des affinités historiques, par exemple l'unité politique tardive, par exemple l'extrême diversité régionale, qui en effet, si vous connaissez un peu l'Allemagne, comme moi je la connais un petit peu, entre Hambourg et Munich, ce sont deux mondes, non seulement à cause de la religion, mais aussi les mœurs, la façon de se comporter des gens. Donc, en effet, oui, la France est la sœur latine, il n'y a pas de doute. Mais de toute manière, ne manquez pas avec l'Allemagne des éléments, la musique, par exemple. Enfin, il y a l'influence des Galles, par exemple. L'influence philosophique, bien sûr. Oui. Alessandro Giappone. Alors, moi, je vais choisir aussi un moment de guerre, mais où les rapports sont un peu plus négatifs. Mais il faut dire que cette période-là, parce qu'en France, mais en Italie aussi, quand on parle de Seconde Guerre mondiale, on insiste surtout sur l'affrontement franco-allemand, d'un côté, et d'autre part, sur ensuite l'occupation de l'Italie après 1943. Il y a quand même un conflit franco-italien qui est très bref, parce qu'il dure seulement une semaine, qui n'est pas du tout resté dans les mémoires collectives, mais qui tout de même est intéressant aussi parce qu'il y a une zone d'occupation italienne d'abord en 1940, tout à fait limitée, ensuite en 1942, où il se passe des choses intéressantes. Ensuite, bien sûr, c'est une occupation qui est dure, comme chaque occupation, mais qui est infiniment plus, comment dire, plus souple, on peut dire, par rapport à ce qui va suivre avec l'occupation allemande en 1943. On parle souvent du traitement des Juifs qui très souvent se sont échappés soit par Nice, soit par les chemins de l'Isère pour aller se réfugier en Suisse ou en Italie. Et c'est une période dont on ne parle pas beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses en me documentant en fait pour ce chapitre. Voilà. Oui, il y a une petite remarque, il y a là une certaine contradiction parce que les Italiens militaires, les autorités civiles, administratives des zones d'occupation étaient effectivement, ont aidé les Juifs, ils en ont sauvé beaucoup, ils les ont aidés à passer
en Suisse ou en Italie, mais en même temps, en Italie, il y avait quand même une politique antisémite très marquée, pas autant qu'en Allemagne, mais quand même. Alors, les Italiens occupant des zones à l'étranger n'étaient pas du tout antisémites, étaient même, disons, aidés les Juifs, alors qu'en Italie, la répression s'accentuait à la même époque. Alors cette contradiction peut s'expliquer parce que quand les autorités italiennes occupantes font en sorte que des Juifs soient sauvés ou qu'ils passent dans un autre pays, ce n'est pas par générosité. Paradoxalement, c'est par nationalisme. Oui. Et pourquoi ? Car lorsque Vichy demande d'avoir des listes aux autorités d'occupation italiennes, les Italiens disent « Attention, Vichy ne peut rien nous demander car nous sommes ici en territoire italien. » Et la même chose se produit en 1943, en fait, quand les Allemands envahissent en fait, la zone dite libre, et quand les Allemands sont sur le point justement d'aller occuper Grenoble, Chambéry, c'est à ce moment-là que les autorités italiennes disent « Les Allemands vont bientôt arriver ici, mais nous sommes encore souverains, donc dans les quelques jours où nous sommes souverains, c'est au nom de ce nationalisme que finalement beaucoup de Juifs ont été sauvés. » Voilà, donc on a rencontré deux des trois auteurs de ce livre, qui est un livre qui se lit facilement. Il est un livre rigoureux, mais en même temps c'est un récit passionnant. C'est un livre qui dispose aussi d'une riche bibliographie, donc qui peut être le point de départ pour d'autres recherches, pour d'autres lectures. À mon avis, c'est un livre qui va devenir vraiment un passage obligé pour ceux qui souhaitent s'occuper de ce thème, c'est-à-dire des relations entre la France et l'Italie au cours de ces derniers siècles. Speriamo. Merci beaucoup. Merci à vous.